Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire du patriarcat de la fin du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, et plus précisément autour de Caliban et la sorcière, Femmes, corps et accumulation primitive, paru aux éditions Entre Monde et Sénon Véro, une première fois en 2013 et réédité récemment. Alors nous sommes pour discuter de cet ouvrage. Donc, dans une première partie, on présentera l'ouvrage, et dans une deuxième partie, on discutera un peu de ses thèses principales. Donc nous sommes avec son traducteur, Julien Guazzini, et avec Pablo des éditions Entre Monde, donc qui est une des deux maisons d'édition qui a traduit l'ouvrage. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cet ouvrage pour le présenter à la fois pourquoi est-ce qu'il a été écrit et aussi quelles sont les thèses de cet ouvrage avant qu'on en discute. Alors la genèse de la traduction, c'est d'abord une rencontre un peu de hasard, c'est-à-dire c'est la rencontre entre théorie communiste et la question de la différence de genre, disons du féminisme, et la rencontre personnelle avec des féministes américaines à qui on a eu l'occasion de demander quels pouvaient être les textes auxquels on n'aurait pas eu accès dans la lecture, parce que donc à l'époque j'étais avec théorie communiste dans cette rencontre-là, quels étaient les textes en anglais qui éventuellement n'existeraient pas en français et qui vaudraient le coup de traduire pour pouvoir justement élaborer plus, réfléchir. Parmi la petite liste de textes qu'on a eu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands textes qui n'ont pas été traduits, bien sûr, il y a des grands textes, mais ils ont été traduits. Et elles nous ont signalé ce livre de Federici qui était sorti quelques années auparavant, donc 2004, chez Autonomedia, qui est un éditeur new-yorkais, et qui était un livre à la fois historique, disons, et marxiste, et intéressant. Trois choses qui font une bonne raison de le traduire. L'autre raison, quand même, parce que on parle de maison d'édition avec des petits moyens, c'était que c'était un ouvrage qui était en copyleft, qu'on pouvait nous-mêmes traduire sans faire des grands frais, et on pouvait donc se lancer dans une traduction militante, comme on l'avait fait pour le livre d'avant, Ouvriers contre le travail, auquel j'avais participé. Voilà, donc on prend le livre et on commence la traduction. Donc si vous voulez savoir comment on traduit un livre comme ça, qui comporte des centaines de notes de bas de page, c'est assez compliqué. Au départ, on a découpé l'ouvrage et on l'a fait à plusieurs. Moi, je suis le traducteur parce que j'ai unifié la traduction à la fin, au niveau du style, et puis bon, en essayant quand même d'avoir quelque chose de relativement bien écrit, ce qui est pas forcément le souci de gens qui traduisent, si c'est juste des textes qui circulent comme ça sur des blogs. Bon, j'ai vu passer des textes qui avaient été traduits par des traducteurs automatiques. Quand il s'agit juste de discuter comme ça, c'est pas grave. Bon. Là, pour le livre, j'ai fait quand même un gros boulot d'unification. Et puis, pourquoi on est deux maisons d'édition là-dessus ? Parce qu'au départ, c'est donc Sénon Véro qui démarre le projet, qui est un gros projet par rapport à ce qu'il faisait avant.
Et au milieu, on s'essouffle, c'est assez difficile de finir le projet, notamment avec toutes les références bibliographiques. Moi, j'étais un peu seul sur la fin du projet, c'est-à-dire une fois que j'ai commencé à unifier, il y avait toutes ces centaines de références. Et donc, j'ai contacté les camarades d'Entremonde pour faire une coédition et pour qu'ils aident à aboutir le projet. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils s'y sont collés côté bibliographie, et puis ils ont fait tout le boulot, vraiment, de mise en page, retrouver l'iconographie. Il y a plein d'illustrations, c'est pas évident forcément de trouver les images pour faire un bouquin. Et puis, ils ont préparé la sortie du livre, et ça a super bien marché. Hein, parce que quand le livre est sorti, on a eu des bonnes critiques, notamment la une du Monde des livres. Alors, c'est pas le journal le plus radical de France, mais c'est un journal qui est lu, hein, contrairement à des journaux radicaux qui ne le sont pas. Et ça, voilà, ça fait plaisir quand on fait un boulot comme ça et que c'est pas du tout à viser de faire de l'audience ou du fric, d'avoir une reconnaissance complètement inopinée, hein, et inattendue. Et c'est sûr que ça a beaucoup aidé le livre à sa sortie. Ça a eu un effet, et tant mieux pour le bouquin. Je veux dire, voilà. Moi, je suis très content que, en définitive, il ait cette réception-là, cette diffusion, des échos. Quand je croise des gens dans la librairie qui me parlent du livre, je suis vraiment très très satisfait de la quantité de travail qu'on a pu y mettre, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait. Il existe, c'est pas une visée commerciale. Voilà la généalogie très technique du bouquin. Et puis après, il y a des retirages. Et là, il y a donc fin 2016, début de cette année, la nouvelle édition, avec une nouvelle maquette qui est très belle. Voilà. Bon, on a conservé quand même une partie de la couverture. Là, comme on est à la radio, il faut que je le décrive. C'est donc, pour ceux qui l'auraient jamais vu, c'est le tableau d'Odilon Redon avec ce petit démon qui est le Caliban, hein, parce que Caliban est le personnage de Shakespeare dans La Tempête, le fils de la sorcière Sycorax, qui sert d'emblème aux peuples opprimés, notamment tombés sous le joug de la colonisation européenne en Amérique du Sud, etc. Voilà l'histoire de Caliban de mon côté. Je vais vite fait présenter du coup peut-être la thèse centrale de l'ouvrage. Alors, en faisant une petite généalogie cette fois de Silvia Federici, de son parcours et de l'écriture de ce livre-là. Du coup, Silvia Federici fait partie de cette génération de militantes et de chercheuses féministes qui, dans les années 70, sont passées par des organisations du marxisme opéraïste italien, ou ont gravité autour de celle-ci, comme Potere Operaio. Je pense par exemple à des militantes comme Leopoldina Fortunati ou Maria Rosa dalla Costa, et qui portaient à la fois cette campagne pour un salaire pour le travail domestique, et qui en même temps ont fait une lecture avec l'appareillage critique et théorique de l'opéraïsme, de la situation spécifique des femmes. Et ça a mené Federici, à la fin des années 70, début des années 80, avec justement Fortunati, qui était passé par Potere Operaio, à tenter de reprendre cette lecture féministe du marxisme opéraïste dans une perspective historique, en posant la question de que serait une lecture du point de vue des femmes de la période centrale dans le canon marxiste, qui est l'accumulation primitive. C'est-à-dire, pour la faire courte, notamment la dépossession, privatisation des terres communales pour jeter les anciens paysans sur le marché du travail nouvellement constitué et en faire la figure du prolétaire moderne dont la force de travail est exploitée en vue du profit des capitalistes. Et Federici, du coup, a sorti avec Fortunati un premier long texte qui s'appelle Il Gran Calibano au début des années 80. Ces recherches ont été plus ou moins interrompues ensuite quand Federici est parti pour le Nigeria au milieu des années 80. Et elle le raconte assez bien dans la préface, c'est quelque chose qu'elle pensait laisser de côté, un chapitre de son activité et militante et de chercheuse terminée. Or, au milieu des années 80, il y a eu toute une restructuration économique assez brutale, notamment sous l'égide du FMI au Nigeria. Et elle a vu se reproduire, avec évidemment toute la différence historique, mais des mécanismes qu'elle avait mis au jour dans ce premier livre, cette première mouture de Caliban. Et en lien avec ce qui, dans les années 80, a été un courant dans le féminisme assez important, notamment l'écoféminisme d'auteurs comme Maria Mais, une Allemande, qui est largement citée dans l'ouvrage de Federici.
ont analysé ce qu'ils considéraient comme une récursivité, un retour de l'accumulation primitive dans les périphéries du capitalisme des années 80 et comme un des moteurs d'un nouveau cycle d'accumulation. Et du coup, c'est vraiment de ces deux courants, de ces deux lectures opéraïstes et féministes qu'elle a repris à son retour aux États-Unis tout ce travail. Et du coup, le livre est sorti une première fois aux États-Unis chez Autonomedia en 2004, si je ne m'abuse. Et du coup, voilà, le livre a vraiment cette espèce de thèse centrale qui est de dire que l'accumulation primitive, en tant que moment fondateur du capitalisme, parce qu'il produit la figure du prolétaire, n'en est pas moins aussi du point de vue des femmes, et c'est l'oubli et le reproche qu'elle fait à la fois au marxisme orthodoxe et à la fois aux lectures notamment foucauldiennes et postmodernes de l'émergence de la forme moderne de la différence de genre, de la différenciation sexuelle et de la politique des corps. C'est que du point de vue des femmes, cette accumulation primitive a dû s'accompagner, de la même manière qu'une privatisation des terres, d'une séparation radicale entre un travail considéré comme productif, socialement, significatif et valorisant la valeur nécessaire à la perpétuation du capital, et de l'autre côté, un travail qui, lui, était considéré comme une activité absolument naturelle, qui est le travail reproductif ou travail domestique, ou selon les variantes et les lectures féministes qu'on peut en faire, et que vraiment ce moment historique se noue spécifiquement dans un événement qui est la chasse aux sorcières à la fin du féodalisme européen. Et c'est le point de départ de son ouvrage, qui est vraiment cette tentative de comprendre l'accumulation primitive du point de vue des femmes comme processus d'expropriation des pratiques et de l'activité du pouvoir social que les femmes possédaient malgré la domination masculine existante, mais dans le féodalisme par le contrôle qu'elles avaient sur leur fertilité, leur reproduction, sur une série de savoir-faire médicinaux, et que voilà, il y a dû avoir une violente expropriation qu'elle ensuite narre au récit des différents chapitres dans ces différents lieux géographiques, puisqu'elle s'intéresse aussi à la question coloniale, et dans ces différents aspects, que ce soit dans la politique sexuelle, la répression des mouvements millénaristes à forte composante féminine, etc., etc. Voilà, si je cite un petit extrait de la préface pour résumer ce que tu viens de citer sur sa thèse militante, je pense que c'est vraiment... en premier, il faut dire qu'il y a une visée très claire annoncée de la préface. Au Nigeria, elle assiste à un autre type d'enclosure, donc de division de ce qui était auparavant communément détenu, celle du savoir. C'est-à-dire que j'ai constaté, je cite, la disparition croissante parmi la nouvelle génération de ce sentiment historique d'un passé commun. C'est pourquoi dans Caliban et la sorcière, je reconstruis les luttes anti-féodales du Moyen-Âge et celles qui mena le prolétariat européen dans son combat contre l'avènement du capitalisme. Donc, le livre est une tentative d'amalgamer les deux dans un moment particulier et un lieu particulier dans lequel il y a une mise en coupe réglée de certains corps, là le Nigeria, les corps des femmes, à partir duquel on peut déployer toute la question disciplinaire dans le capital, hein, et on peut le faire à partir d'une lecture qui est la sienne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on déconnecte l'existence des corps de leur reproduction, évidemment, il est soumis à la merci des phénomènes mécaniques dominés par le capitalisme. Et ensuite, elle dit, donc, ça c'est une question, disons, plus discursive, il est crucial de sauvegarder cette mémoire historique pour trouver une alternative au capitalisme. Donc, comme dans la même émission, c'est sortir du capitalisme, elle parle d'alternative au capitalisme, donc attention, on est dans quelque chose où il s'agit de résister par le biais d'un certain nombre de, je pense, discours, notamment le lien avec la mémoire, et de ne pas se laisser déposséder. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation dans laquelle on possède. Donc il y a quelque chose qui est une mémoire commune, il y a quelque chose qui est un enracinement dans une géographie, dans une tradition, et c'est ça qu'elle fait voilà. Donc on n'est pas dans la situation, disons, de l'ouvrier masse italien des années 70 quand même. Il y a une grosse différence sur le lien entre existence quotidienne et projet politique. Alors du coup, au niveau des thèses de Silvia Federici,
ça part en gros de la fin du Moyen-Âge et sur tous les courants millénaristes qui se soulèvent. Bon, on en connaît quelques-uns, donc il y a les jacqueries, il y a la guerre des paysans de 1525, il y a tout un tas de soulèvements. Et en fait, ce qu'elle narre, c'est quand même beaucoup la espèce de contre-révolution qui s'opère à ce moment-là. Donc, pour préciser les choses, en l'occurrence, la chasse aux sorcières, le pic historique, c'est 1560-1630. Donc, du coup, on est vraiment dans une période de transformation que les marxistes ont appelée la fameuse transition du féodalisme au capitalisme. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Mais du coup, comment est-ce que cette transformation, enfin cette contre-révolution, comment est-ce qu'elle s'opère concrètement? On a cité pas mal de choses, mais moi je pense par exemple à quelque chose que j'ai appris dans son livre, qui est la criminalisation de l'infanticide. Voilà, et aussi, évidemment, l'autre truc qui est extrêmement important, c'est le passage de la reproduction contrôlée par les femmes à la reproduction contrôlée par les médecins. Vous pouvez revenir un peu sur ces grands... Alors, peut-être qu'il faut revenir aussi, comme tu citais, ce moment-là, 16e siècle. Donc, il y a une continuité qui est posée par elle entre la répression de la révolution protestante, du mouvement insurrectionnel protestant, et le féminicide qui le suit, comme une deuxième vague, après une première vague de répression qui était retombée sur les mouvements millénaristes, protestants, etc., mouvements radicaux, et ensuite qui retombe sur les femmes de façon beaucoup plus individuelle. Évidemment, c'est pas des répressions de masse, mais individualisées. Elle fait un lien, je pense, à un moment donné, dans le livre, avec ce qui suit la Grande Peste. Parce que la suite de la Grande Peste est un moment qui voit, et ça c'est assez particulier dans l'histoire, une très forte augmentation salariale, ou équivalent salarial, de la paysannerie. Lié avec cette pénurie de main-d'œuvre qui apparaît sur le marché du travail naissant, du coup une force de négociation pour les classes subalternes du moment, pas vraiment encore les APD prolétaires, mais voilà, de force de négociation en tout cas, elle explique qu'il faudra attendre la fin du 19e siècle avant de trouver une aussi grande une relative prospérité des classes exploitées sur le marché du travail. Ouais, c'est ce que dit aussi Wallerstein d'ailleurs. Donc ça, c'est 14e siècle, en gros, c'est la suite de la Grande Peste, de la peste noire. Et c'est intéressant de démarrer là-dessus, c'est-à-dire finalement sur la question de population excédentaire ou population déficitaire. Parce que là, elle fait démarrer aussi à la question, au point de le déficit de population, et donc le déficit productif, pour nourrir l'ensemble de la population, fait que la paysannerie se trouve dans un état de relative prospérité, en tout cas de puissance, par rapport à la classe dominante. Et c'est à partir de ça que, je pense, si je reconstruis bien sa logique, elle va poser la question de la reproduction, comme l'enjeu étant de contrôler l'augmentation, la variation de la fraction de population excédentaire ou déficitaire. Donc c'est à partir de ce moment-là. Oui, bah voilà, rajouter juste que voilà, c'est un des j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles Simone Nevero s'est penché sur ce bouquin en particulier. C'est une des forces du livre, c'est d'arriver à saisir par l'histoire ce nœud qu'il existe entre exploitation et contrôle de la reproduction, en tant que si la force de travail devient comme le marxisme le dit, en tout cas la source de la richesse en tant que valeur capitaliste, alors sa variation, le contrôle alors de sa variation, son augmentation ou autre, est un enjeu principiel pour les capitalistes. Donc elle va attaquer cette question-là de façon technique, quand tu citais ce transfert des compétences, d'une partie des compétences reproductives qui sont donc la midwifery, le savoir des sages-femmes, donc sur l'engendrement lui-même, et connecté lié à ça tout le savoir médical immédiat, l'utilisation de ce qu'on appelle les simples, les champignons, tout ça. Donc ça c'est le côté technique. Le côté discursif, c'est ce chapitre qui s'appelle le Grand Caliban, comme sa première thèse, qui est toute une analyse de la philosophie politique Hobbes, Pascal par exemple, sur le corps-machine. Donc
une autre entrée sur la même question, une autre définition du corps pris du côté très philosophique, très discursif. On trouve d'ailleurs aussi dans un ouvrage de Caroline Merchant, The Death of Nature, qui est aussi un des grands ouvrages du féminisme, où elle parle notamment de la mécanisation du corps. Ouais, et que Federici cite allègrement, c'est une de ses sources pour ce chapitre en particulier. The Death of Nature, ouais. C'est dans la bibliographie. Et du coup, donc voilà, il y a plusieurs entrées. Si on reprend les chapitres, le chapitrage du livre, il faut à tout ce monde un grand coup de fouet. Donc ça, c'est ce que tu as nommé, ou ce qu'on peut nommer la contre-révolution de la fin du XVIe. Et juste sur ce chapitre, ce qui est intéressant quand même de remarquer, c'est que elle choisit une approche du coup sur la question de la transition qui théoriquement est pas le plus commun ou le plus évident dans le marxisme en tout cas, qui est pas de dire que du coup la transition serait le fait de classes moyennes naissantes, de la bourgeoisie émergente, mais plutôt que c'est bien une réponse des classes dominantes de l'époque à l'érosion du féodalisme sous les coups de boutoir des luttes populaires. Oui. Et du coup là on retrouve une thèse chère à l'opéraïsme, et du coup c'est pour ça que j'ai que c'est une des filiations théoriques qui est importante, c'est-à-dire la primauté des luttes sur le développement du capitalisme, qu'elle élargit même à une période non capitaliste, puisqu'elle dit que le capitalisme naît de la contre-révolution, c'est-à-dire de la tentative de restructuration qui suit la guerre des paysans, les millénaristes, les différents mouvements que tu as cités tout à l'heure, mouvements qui, dans la même entre guillemets souche opéraïste, peuvent être lus aussi comme une forme de refus du travail, étant donné que la question de la production est souvent centrale. Plusieurs de ces mouvements, par exemple, étaient le fait de forces de travail non employées, de chômeurs, de vagabonds, etc., qui, certains ont même fait, et ont justifié théologiquement, se refuser à travailler, au point que dans certains cas, notamment pour les anabaptistes, ça a pu poser problème parce que leur usage massif du brigandage leur a aliéné la sympathie des paysans aux alentours. Et aussi, dans ce même refus du travail, une autre thèse qui est centrale à la fois à Federici, mais à l'ensemble de ce féminisme opéraïste-là, c'est le refus du travail reproductif. Et du coup, il y a une centralité qui est donnée dans les mouvements millénaristes ou les différentes hérésies de l'époque, au fait que pour plusieurs de ceux-là était central à la doctrine le refus de procréer. Et d'où le fait qu'ils ont été décrits par les hérésiologues, les inquisiteurs et autres comme des mouvements sodomites, des mouvements infertiles, des mouvements stériles. Donc juste pour refaire le lien dans ce même chapitre avec cette puissance particulière qui suit la Grande Peste et donc le niveau de vie paysan, très fort au début du XVIe, jusqu'au début du XVIe. Donc il y a une citation ici: les paysans sont trop riches, ils ne savent pas ce que veut dire obéissance, ils ne tiennent aucun compte de la loi, ils voudraient qu'il n'y eût pas de nobles, et ils aimeraient décider quelle rente nous devrions tirer de leurs terres. Donc rappelle quand même que la nature de la contrainte sur travail est strictement formelle, bien sûr, et c'est ça qui fait débat sur la limite de qu'est-ce que le capitalisme, c'est la nature de la contrainte sur travail. Je me permets de te dire ça, si je comprends bien. Donc la contrainte qui s'opère à ce moment-là, évidemment, est d'autant remise en cause par cette relative prospérité du monde paysan. Du coup, les mouvements que tu cites, et les Hussites en Éusol, les Hussites tchèques, Jean Hus, s'autonomisent et remettent en cause cette contrainte-là. Donc le premier chapitre est lu comme ça, c'est souple sur la citation de Thomas Münzer, il faut à tout ce monde un grand coup de fouet, et est entièrement construit comme une réaction à cela. C'est bien ce que tu disais. Le deuxième, qui s'appelle « Accumuler le travail et avilir les femmes », alors juste un point de traduction sur la question de avilir. Évidemment, c'est la difficulté de conserver un seul terme pour désigner quelque chose qui est un processus de déclassement social et comment dire, c'est ternir à la fois l'image, la représentation des femmes et à la fois les déclasser socialement. Avilir a la bonne idée étymologique de contenir le mot vil, qui fonctionne là, mais évidemment l'avilissement en français est très très moralement chargé par rapport à l'original anglais, donc bon,
il ne faut pas s'arrêter au titre sur l'avilissement, c'est un phénomène un peu plus large que quelque chose de moral. Donc ça, c'est le gros chapitre, qui est vraiment, je pourrais dire, le fer de lance marxiste de tout l'ouvrage. Hein. C'est celui dans lequel elle développe vraiment cette théorie de ce qu'elle appelle le patriarcat salarié, c'est-à-dire la façon dont le nœud spécifique dans le capitalisme entre de domination masculine et ce que j'appellerais entre guillemets l'exploitation capitaliste traditionnelle ou traditionnellement entendue par le marxisme classique. Ça, c'est une chose qui va être discutée ensuite, je pense, beaucoup, ça, c'est, qui intéresse la deuxième partie. Mais ensuite, le troisième chapitre, le Grand Caliban, c'est donc cette reprise que j'ai déjà citée sur la conception, disons, plus philosophique du corps, des corps, qui déboule sur le quatrième chapitre, qui est proprement la grande chasse aux sorcières en Europe, donc le féminicide, l'extermination alors là les chiffres varient évidemment, on va de centaines, milliers à millions de femmes brûlées sur des bûchers, noyées dans des rivières, soumises à diverses formes de sévices physiques, qui ne débouchent pas toujours sur la mort, mais très fréquemment. Et c'est un arrachement du pouvoir, du pouvoir lié à l'existence corporelle de ces femmes-là. Donc elles sont nommées sorcières parce qu'elles sont détentrices de quelque chose qui est un savoir et qui fait obstacle sur le chemin d'un contrôle des corps. Et l'exemple du transfert des compétences des sages-femmes aux médecins est tout à fait exemplaire de ce changement. Et pour revenir peut-être un tout petit peu, parce qu'on est passé vite, mais sur le chapitre précédent, justement, la chasse aux sorcières est là pour vraiment enfoncer le clou dans ce qui est déjà un processus qui se généralise dans la période qu'elle décrit, donc dans le chapitre sur accumuler le travail et avilir les femmes, qui est réellement ce qu'elle théorise comme étant un contrôle par le salaire. C'est-à-dire qu'apparaît de plus en plus l'idée que le salaire est là pour assurer la subsistance d'une unité familiale, et que, en ce sens, le mari, qui est le travailleur, a le contrôle et le commandement sur cette somme d'argent qui est donnée, et donc sur le salaire, tandis que le travail domestique, pour le coup, est renvoyé au foyer, est naturalisé, et considéré comme une propriété immanente à l'existence des femmes en tant que telles. Et du coup, ça s'accompagne de toute une série de restrictions à l'entrée pour les femmes sur le marché du travail, une criminalisation très forte aussi, tout à l'heure tu citais l'infanticide, mais il y a aussi la question de la prostitution, en tant que c'est une activité qui, d'une part, donne une autonomie financière aux femmes, et en plus, qui a, le scandale de faire de la sexualité non plus une sexualité uniquement reproductive et soumise au commandement du conjoint et par son intermédiaire du capital, mais qui peut devenir à ce moment-là une nouvelle source de pouvoir sous forme de gains monétaires pour les femmes. Et du coup, tout au long de ce chapitre-là, elle incite vraiment là-dessus. Je pense que c'est vraiment central, ce terme de patriarcat salarié, parce que c'est aussi une originalité quand même par rapport, on en discutait tout à l'heure, mais de la question de système, un système. Est-ce que le mode de production capitaliste est nécessairement genré ou pas? Est-ce que il y a un patriarcat et un capitalisme qui sont intriqués, consubstantiels? Elle propose là-dedans une interprétation originale et particulière qui fait l'intérêt du livre, à mon avis. Alors, juste pour tisser ça avec quand même le thème littéraire, parce que le livre s'appelle Caliban, donc il y a l'évocation shakespearienne et il y a plusieurs citations d'écrits, de pièces de Shakespeare là-dedans. Et notamment dans ce chapitre-là, ce que tu cites est exemplifié par la figure de la mégère ou de la femme indocile. Et donc elle cite évidemment la fameuse pièce de Shakespeare, la comédie, The Taming of the Shrew, qui est donc la mégère apprivoisée, très mauvaise traduction, je le dis ici, de l'ouvrage. Il y a eu d'autres traductions, mais enfin, ça c'est le canonique en français, c'est problématique. Donc on est obligé d'utiliser ça, par exemple, dans le livre. Mais c'est toute cette figure donc de la femme autonome dans sa vie, dans sa sexualité, comme tu le citais, et qui va être représentée, on en a encore la trace dans les grandes comédies shakespeariennes ou dans d'autres ouvrages qui sont cités au même moment. Et je veux juste revenir sur ce qu'on a parlé de la chasse aux sorcières, sur le nombre, quand même la plupart des historiens s'accordent sur en gros sur
quelques centaines de milliers, au moins 100 000 morts. Donc, c'est pour dire que, au-delà de la controverse, il y a quand même la certitude que ça a quand même représenté un processus très très important. Bien sûr, mais spécifiquement, je pense que ça renvoie à ce que disait Julien tout à l'heure. Cette question et ces débats qui ont suscité le livre sur l'ampleur qui est donnée à la chasse aux sorcières fait nous rappeler que voilà, clairement c'est un livre militant, c'est un livre avec une thèse, et dans la multitude de matériaux, dans la foule d'historiographies et de lectures différentes de la période qui sont proposées, elle sélectionne les auteurs et autrices qui sont favorables aux lectures, on va dire, maximales, qui sont dans la fourchette haute, pour donner à la fois son plein poids et sa pleine gravité à l'événement historique et à sa thèse par extension. Oui, c'est important de dire ça, effectivement, elle sélectionne les informations historiques pour globalement que ça fasse une thèse assez cohérente. Et on verra dans la deuxième partie de l'émission que ça pose certains problèmes. Maintenant, je pense que c'est important peut-être de finir du coup la présentation du livre, et notamment une partie qui est assez intéressante, qui est le dernier chapitre sur la colonisation. Oui, je voulais juste citer que la question du chiffre est débattue à un moment donné, une longue note de bas de page, où elle donne plusieurs sources, et elle les discute. Donc il y a quand même une certaine honnêteté historienne là-dedans, hein, je le dis, voilà. Et les chiffres, effectivement, varient beaucoup, et elle donne les raisons pour son choix. Le dernier donc chapitre, colonisation et christianisation, est une sorte d'extension postcoloniale de l'analyse précédente, et une lecture de la spécificité de l'asservissement des corps en Amérique du Sud principalement, aussi aux Antilles, mais principalement en Amérique du Sud, donc l'extermination des populations sud-américaines par les Espagnols et les Portugais, par le phénomène de, je confonds les deux, j'allais dire l'indenture, mais non, en Amérique du Sud, c'est l'esclavage dans les mines principalement qui est la cause de mortalité. Et donc la place particulière des femmes là-dedans, elle fait un distinguo intéressant et difficile à reboucler à la fin, je trouve, entre la situation des femmes dans les plantations, par exemple, de la zone tropicale, et en Amérique du Sud, des sorcières, ou équivalentes sorcières, c'est-à-dire détentrices d'un pouvoir de type magique, donc d'une tradition. Et là, ça revient ça rejoint ce qu'elle dit dans la préface, c'est-à-dire que se raccrocher à la tradition et être capable de faire le lien avec une histoire permet d'asseoir une résistance. Donc elle cite l'exemple de ces femmes qui vont se cacher dans les montagnes, dans les Andes, et qui vont préserver certains cultes en résistance notamment à l'extermination et à la christianisation de l'Amérique du Sud. Donc c'est une sorte d'exemple de résistance possible à partir de la mémoire et à partir de la tradition qu'elle fait là. Et ce qui est intéressant aussi dans ce chapitre, c'est que du coup elle lie directement la question du capitalisme et de son développement, de sa diffusion, comme système d'oppression de classe, de genre, mais aussi du coup de race, à la question des rapports centre-périphérie, à la question de la colonisation, et à la série de spécificités qui entourent l'avilissement des femmes du sud, ou des suds, des colonies en généralité, et puis aussi, parfois, ça c'est assez intéressant, mais elle parle aussi du retour que ça a sur les révoltes elles-mêmes en Europe, puisque certaines de ces révoltes, elles continuent même jusqu'à la Commune avec l'exemple des pétroleuses, mais certains des mouvements sociaux beaucoup plus tardifs vont être dépeints par les classes dominantes comme étant le fait de sauvages, de gens d'une autre race, avec tous les guillemets nécessaires. Clairement, elle montre le retour, la spécificité de la racialisation de ce processus d'avilissement du corps et du travail des femmes, et en retour, comment il a été utilisé aussi en interne contre le prolétariat européen. Oui, elle fait ce lien-là, et donc il y a une analyse assez fine et peut-être peu connue des distinctions entre femmes blanches et non blanches dans le monde colonial, enfin du côté des femmes mises en esclavage,
et une distinction du côté des hommes. Bon, évidemment, la différence de traitement et les lois sur l'esclavage des blancs et des non-blancs en Amérique du Nord est assez connue. Une analyse assez fine du rapport, de la place du marché, le rapport au marché et la possibilité du marché de vente comme une d'autonomisation, et donc qui peut y avoir accès et à partir de quel moment. Et cet accès au marché me semble aussi être vraiment vu comme une clé d'un certain changement dans les rapports d'exploitation, certains rapports d'exploitation dans le monde colonial. Et tout, voilà, ça permet aussi, à mon avis, à partir de ce chapitre, si on revient au centre de la thèse du bouquin et de ce pourquoi, entre autres, Zenone Véro s'est penché dessus à l'origine, c'est que si il y a bien une pression, une contrainte spécifique au capitalisme à la reproduction de la population à travers le contrôle des femmes comme force productive principale, alors cette reproduction en elle-même n'est pas indifférente à la couleur de la peau du porteur même de la force de travail, et c'est aussi ça qu'elle montre dans toutes les distinctions qui sont faites entre métis et non métis, le degré de métissage, si la filiation et l'hérédité est passée plutôt par les femmes ou par les hommes. Il y a tout ensuite vraiment une presque de taxinomie des degrés de racialisation qui est assez intéressante dans cette question des politiques reproductives. Et d'ailleurs, je voulais en profiter dire qu'il y a sur la question des colonies et même il y a pas mal de thèmes dans Caliban et la sorcière qui sont retravaillés dans une perspective un peu différente dans un ouvrage qui s'appelle La matrice de la race d'Elsa Dorlin, où elle, disons qu'il y a des convergences, notamment Elsa Dorlin s'intéresse aussi à la perte à la prise de contrôle par les médecins sur la reproduction des femmes, sur la question des colonies. Alors c'est un bouquin donc beaucoup plus, disons historiographiquement c'est plus solide, et je pense que ça peut être intéressant de le lire de manière complémentaire, surtout que c'est pas non plus un ouvrage de 700 pages, une monographie illisible universitaire, mais c'est relativement intéressant à croiser avec ce livre-là. Avant qu'on passe à la suite quand même, donc là, après il y a une conclusion qui reboucle sur la préface, et je voudrais dire un mot sur la forme particulière de cet ouvrage qui va être critiqué, c'est-à-dire qu'on peut le critiquer en tant qu'historien, et je pense que la critique, elle va être un peu faite, et elle n'échappe à personne. Il y a une faiblesse, si on le prend comme un ouvrage scientifique, il est critiquable selon ses principes, c'est-à-dire les choix qu'il fait, etc. Mais cette forme de livre-là, cette forme d'intervention qu'elle fait et qu'elle annonce dans sa préface est intéressante, en fait. C'est-à-dire de faire un livre à thèse qui, bien sûr, ne va pas tenir très longtemps par rapport à un monde universitaire, par exemple. Je pense qu'il serait... Je ne connais pas sa réception dans le monde universitaire, mais je ne crois pas qu'il tienne vraiment et qu'on s'en sert pour l'enseignement de l'histoire. Mais justement, est-ce que ça, c'est pas un intérêt, une force du livre de clairement se démarquer en jouant avec les normes, c'est-à-dire qu'on a une énorme bibliographie, on a tout un tas de notes de bas de page, et moi-même, vous connaissez quand même les travaux de gens qui citent abondamment d'autres personnes et qui ne respectent pas du tout ça. Si vous lisez Théorie communiste, par exemple, vous trouverez assez peu de citations sourcées. Et pourtant, c'est éminemment nourri de réflexions, même universitaires, même de gens qui sont payés par l'université américaine. Et bon, au moins ce que fait Silvia Federici, c'est qu'elle annonce clairement la couleur de deux façons. Qu'elle vienne d'une monde universitaire et qu'elle travaille selon ses normes, mais qu'elle fait un livre à thèse et qu'elle le fait dans une visée politique qui peut être critiquée pour elle-même. Mais voilà, je voulais rappeler ça. Pour finir là-dessus, cette bibliographie et ces notes de bas de page font aussi de ce livre un espèce de chantier et de boîte à outils. Il y a beaucoup de choses pour les gens qui voudraient... Vraiment, la bibliographie est très épaisse et ça renvoie à toute une série de travaux qui sont absolument passionnants. Moi, je sais que ça a été une porte d'entrée, ce livre, vers plein d'autres choses. Je pense que c'est une des grandes forces du livre. C'est que vraiment, en tant que livre qui met face à face et qui tente de se faire croiser, mais des fois c'est des rencontres manquées, des fois c'est problématique, mais toute une série de thèses et des matériaux historiques, tout le travail peut être refait, étendu à d'autres domaines, à d'autres questions. Voilà, il y a plus à creuser du côté de la question coloniale, il y a plus à creuser du côté de la périodisation spécifiquement
entre féodalisme et capitalisme, entre les différentes phases de transition. Mais je pense vraiment que le livre a cette force-là. Ouais, c'est sûr que effectivement l'ouvrage pose un certain nombre de problèmes, mais d'un autre côté c'est quand même un pavé dans la mare. Ça permet de lancer non seulement d'avoir envie d'approfondir ce livre, mais aussi de par le débat que ça provoque, ça fait qu'il y a une énorme stimulation intellectuelle de ce livre. Et c'est pour ça que c'est quand même une bonne chose de commencer par ce livre et après d'aller sur effectivement la matrice de la race ou plein d'autres ouvrages ou la question de l'émergence du capitalisme, comment est-ce qu'on croise avec ça. Mais c'est sûr que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. Et en plus, quand même, une des forces du livre, c'est qu'il est très bien écrit, il se lit très bien. Je veux dire. Alors ça, je me permets quand même de dire que la qualité de l'écriture du livre tient beaucoup à la traduction, pour laquelle je ne suis pas seul responsable, puisque 4 autres personnes ont contribué à le faire. J'ai unifié l'ensemble. Mais le livre n'a pas du tout, le lecteur anglais n'a à mon sens pas du tout le même ressenti quand il prend la version originale. Et c'est pas du tout une injure faite à Silvia Federici de dire ça, mais c'est là il faut quand même dire les choses clairement. Le travail de traduction n'est pas simplement un travail de soutier et de tâcheron qui fait passer une chose d'un point A à un point B. C'est aussi un travail qui amène des réflexions, comme tu viens de l'avoir, c'est-à-dire si le livre se lit bien et donc permet d'entrer et de parcourir, si c'est un point de passage, alors il faut qu'il soit pensé comme une traduction. Si c'est un livre à thèse extrêmement dur, très technique, sur un point de théorie, je ne sais pas, hegelienne, marxiste, peu importe, bon, qui soit mal écrit, de toute façon, c'est adressé à un public de spécialistes. S'il s'agit d'une porte d'entrée, la porte d'entrée ne doit pas grincer, ne doit pas être difficile à ouvrir, et on ne doit pas buter sur son seuil. Donc, il faut qu'elle permette l'entrée. Et ça, voilà, je suis assez content de pouvoir peut-être participer à ça et avoir contribué à ce moment de passage. Moi, je partage ton avis. La traduction est vraiment bonne. Moi, je sais que pour avoir lu dans les deux, dans sa version originale, dans la traduction, voilà, j'aime vraiment bien la traduction. Et puis, je pense que voilà, d'édition et de publication et de tirage en tirage, on a aussi enlevé les coquilles qui s'étaient glissées, le livre devient. Il a maturé. Il a maturé. Et il n'y a pas eu de réédition en langue anglaise. Donc, on a aussi la chance, parce que nous, on est plusieurs, parce qu'on a un succès commercial un peu avec ce livre. Il se vend bien, bon, on peut le dire, hein, c'est pas un secret. On a la chance de pouvoir le retravailler. Et donc, on obtient un objet qui est meilleur à chaque fois. Ça, c'est une chance. C'est une chance en français. Donc, traduire, c'est pas que trahir, alors. Ah oui, non, c'est vrai. On va pas faire cette discussion aussi. On va pas faire cette discussion. Bien sûr, non, c'était juste une blague. Bon, alors du coup, Mais j'avoue, j'ai trahi. Dans cette discussion, par exemple, j'ai trahi 2-3 secrets, donc. Ah, c'est pas grave. Bon, et du coup, on va faire une petite pause musicale et puis on va enchaîner sur la deuxième partie de discussion critique des thèses. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme autour de Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive, publié aux éditions Entremonde et Sénoné-Véro une première fois en 2013 et republié dans une nouvelle édition, enfin une nouvelle maquette au moins, ces jours-ci. Alors du coup on a présenté assez largement les thèses, l'intention de l'ouvrage. Maintenant je pense que ça serait bien de revenir un peu sur sa théorisation, parce que sans rentrer dans des points de détail, on reviendra pas sur la question disons de la précision historique des faits, du fait que c'est un ouvrage militant. Je pense que ça on en a déjà parlé suffisamment à la première partie. Là ce serait plus du coup une discussion autour de la théorisation du capitalisme, de la périodisation du capitalisme, de la périodisation du patriarcat, de l'interrelation entre le capitalisme et le patriarcat. Ce que je serais tenté de faire, ce serait de relire Caliban et la sorcière en posant un cadre théorique un peu différent. Ce serait que Caliban et la sorcière, ce serait la transition, enfin le récit de la transition, non pas du féodalisme au capitalisme, mais du féodalisme à l'ancien régime. C'est une proposition qui est assez rare dans le marxisme, le fait de mettre une sorte de mode de production intermédiaire entre le féodalisme et le capitalisme.
C'est-à-dire qu'on a déjà une transformation très importante du 15e au 18e siècle des rapports sociaux, les marchés prennent une place beaucoup plus importante, la monétarisation de la société, la commercialisation de la société. Il y a également une restructuration politique avec la monarchie absolue, les impôts explosent. Enfin, évidemment, il y a des transformations sociales qui sont très importantes. Et c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée d'un long Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en gros, du 5e au 18e siècle, globalement, c'est la même formation sociale. Et je pense quand même qu'il faut penser quelque chose qui est au milieu. Et c'est ce que notamment fait un universitaire, marxisant, disons, qui s'appelle Jean-Yves Grenier, qui a écrit un ouvrage relativement invisible d'ailleurs, qui s'appelle l'économie... Non traduit, donc. C'est ça. L'économie d'Ancien Régime. Alors il y a quand même un article d'Alain Guéraud qui s'appelle Avant le marché, les marchés, 13e, 18e siècle, qui revient un peu sur le bouquin de manière accessible. Mais en gros, lui, ce qu'il pense, Jean-Yves Grenier, c'est qu'il y a vraiment une sorte de mode de production intermédiaire entre le féodalisme et le capitalisme, et qui est basé, sur des marchés, mais sur des marchés qui sont hiérarchisés, sur effectivement une société qui est plus vraiment le schéma féodal, le seigneur et les serfs, mais on n'est pas uniquement dans une détermination par rapport à la place dans le processus de production, mais il y a aussi toujours les logiques aristocratiques qui continuent d'exister. Et enfin, ça c'est quelque chose que je pense que c'est important à mettre en avant, c'est que on n'est pas du tout dans une société capitaliste avec un marché unifié, qui est avec une concurrence massive, une augmentation de la productivité permanente. Mais par exemple, pour prendre le cas de la France, au XVIIIe siècle, il y a des centaines de codes de loi, il y a des frontières douanières, les villes ont des privilèges, énormément de corps constitués ont des privilèges, ce qui fait qu'ils sont pas vraiment sur le même marché. Les biens il y a des sphères de transactions plus ou moins étanches. Enfin voilà, on est dans une logique différente du capitalisme. Et du coup, qu'est-ce que ça me donne à penser sur Caliban et la sorcière, c'est que je pense que quand elle parle du capitalisme, elle parle plutôt de l'Ancien Régime, qui est effectivement une société qui ressemble beaucoup plus à la société capitaliste que le féodalisme, ça c'est clair, et qui d'autre part nous prépare historiquement. Rétrospectivement, on peut dire que l'Ancien Régime a été une étape vers le capitalisme. Mais après, est-ce que c'était une étape qui devait nécessairement mener au capitalisme ? Moi je pense qu'il faut être assez prudent là-dessus, sur une espèce de déterminisme, de cette espèce de téléologie hégélienne où on aboutirait nécessairement... Tu n'es pas le seul à être prudent là-dessus, je pense. La prudence à cette matière est quand même très très répandue, heureusement. C'est ça, voilà, il faut être vachement prudent. La question de la nécessité est assez brûlante. Voilà, du coup, ce que je pense, c'est qu'on pourrait peut-être relire cet ouvrage comme le passage historique donc de la société féodale à la société d'Ancien Régime, mode de production féodal au mode de production d'Ancien Régime, et du coup en lien avec la transition du patriarcat médiéval où malgré tout les femmes conservent dans une mesure assez relative mais quand même le contrôle de la reproduction et notamment de l'accouchement, à une phase qui serait le patriarcat d'Ancien Régime où là les femmes ne maîtrisent plus ce procès de reproduction. Et pour prendre un autre exemple qui n'est pas du tout évoqué dans le livre, mais qui traduit, j'ai l'impression, un peu à un niveau plus idéologique, cette mutation, ce passage du patriarcat du Moyen-Âge au patriarcat d'Ancien Régime, c'est l'histoire de l'Académie française qui supprime tous les noms, tous les féminisations des noms de métiers, poétesse, philosophesse, et qui traduit bien cette espèce un peu de coup de force patriarcal. Alors qu'évidemment, avec l'Académie française qui est vachement condensée, qui n'est pas des processus historiques qui s'étendent sur des longues périodes, mais je trouvais que, voilà, peut-être on pouvait relire ça comme ça. Et aussi, sur la question, du coup, on a beaucoup parlé de la question de la reproduction. Moi, du coup, j'aurais relu la question de la prise de contrôle sur la reproduction. Alors évidemment, bien sûr, ça va arranger le capitalisme d'hériter de ce contrôle patriarcal sur la reproduction, puisque évidemment le capitalisme en même temps est malthusien, mais en même temps il est nataliste, il veut de la production prolétaire, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs où il y a toujours tout un tas de mécanismes financiers qui incitent à la procréation. Je pense que pour la période qu'elle étudie, je pense qu'on peut relier plutôt ça au mercantilisme, c'est-à-dire sur le fait que
il faut produire des sujets fiscaux et il faut produire des gens qu'on va pouvoir enrôler dans les armées, alors, même si ce pas des armées encore de masse professionnelles, mais j'ai l'impression que l'enjeu il est plutôt fiscal à cette époque. Évidemment, il est aussi économique. On cherche à sortir du rapport de force avec peu de paysans, donc les seigneurs sont obligés de leur accorder des rentes relativement basses, enfin, les redevances féodales, disons, sont basses. Évidemment qu'il y a ça, mais je pense du coup plutôt relié voilà, à ça. Après, j'ai d'autres remarques, notamment la question d'un prolétariat avant le capitalisme, qui est quand même un peu difficile. Pour finir sur la question du retour de l'accumulation primitive, je pense qu'effectivement on peut dresser des parallèles historiques entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé il y a 5-6 siècles, mais je pense qu'il faut peut-être être un peu plus prudent que Federici. Juste pour dire peut-être quelque chose sur spécifiquement la question de la périodisation et de la transition, c'est vrai que chez Federici, il y a les problèmes que tu soulèves à mon avis sur cette question-là, et d'ailleurs de sa part, il y a presque une espèce d'éclectisme dans ses références pour penser la transition, puisqu'elle fait référence tout de même du coup à Robert Brenner à plusieurs reprises, et du coup à l'école du marxisme politique, qui a le mérite à mon avis, cette école-là, de faire découler le capitalisme vraiment d'une structure de classe et de donner une centralité, un caractère primordial au conflit de classe dans la genèse du capitalisme, plutôt que une lecture en termes de pure extension d'un marché, d'un capital commercial qui serait toujours déjà là et toujours présent, en attente de se manifester et de recouvrir la surface du globe, et que du coup voilà les différentes bourgeoisies commerçantes fomenteraient des révolutions bourgeoises pour faire tomber les obstacles à cette extension, et à la place de ça, il met clairement l'accent sur l'état de la lutte des classes dans l'Angleterre agraire du XXe siècle, et les régimes de propriété. Et les régimes de propriété spécifiquement, et de là la dynamique spécifique, cette du coup contrainte à l'accumulation liée à la concurrence, et du coup au développement technologique, et du coup qui donne ce caractère voilà d'avant-garde historique à l'Angleterre à un moment, et qui à partir de là va voir son modèle se diffuser à l'Europe puis au monde. Et du coup c'est une thèse qu'elle ne reprend pas, alors qu'elle garde cette idée de Brenner de la centralité justement pour justifier aussi le fait que le capitalisme serait issu d'une contre-révolution issue des assauts des classes exploitées et dominées du féodalisme. Et en lieu et place de ça, finalement, elle prend un récit ou une narration de la transition plus entre guillemets classique, que voilà, Brenner dirait même qu'elle est presque un peu smithienne à la fin des fins, dans le sens où il y a voilà le capitalisme est beaucoup trop, à mon avis, identifié à des phénomènes de marchandisation, de privatisation d'une partie des ressources, d'une partie des terres, de déstructuration de l'économie de subsistance, etc., sans forcément que ces processus attaquent directement le rapport de classe en ce qu'il est un rapport aux moyens de production et un rapport à la production même de la richesse. Par exemple, est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est suffisant qu'une économie soit massivement monétarisée pour parler de capitalisme? À mon avis, non. Parce que si la monnaie a pour seul rôle finalement de payer l'impôt, comme ça a été le cas notamment dans ce mode de production d'Ancien Régime ou mode de production absolutiste, finalement il reste périphérique au processus de production, puisqu'il permet juste de se dégager d'une contrainte à fournir un surproduit à l'État sous forme de denrées, et à la place de fournir un équivalent en argent. Mais finalement, le processus de production lui-même n'est pas entre guillemets marchandisé. Il y a cette question vraiment du saut qualitatif qui est très important chez Marx, avec la question de la marchandisation de la force de travail elle-même, et pas uniquement de son panier de subsistance. Et à mon avis, c'est une des raisons principales pour lesquelles, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, pour lesquelles on peut parler de... Voilà, il y a quelque chose comme une longue transition, il y a quelque chose comme un mode de production intermédiaire. Et Federici, je pense, fait partie de toute une série d'auteurs, de théoriciens aujourd'hui qui cherchent vraiment à comprendre la transition, mais du coup qui ont tendance à mon avis, à la faire remonter un peu trop loin dans le temps. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, par exemple, de la question coloniale.
typiquement, elle embraye le pas aussi à toute une série d'analyses qui lient de manière tellement stricte capitalisme et colonialisme que la première vague de colonisation est considérée elle-même comme d'essence capitaliste. Alors que, à mon avis, il y a une différence radicale entre la première colonisation hispano-portugaise et la seconde, qui est principalement franco-britannique. Et ce qui fait cette différence radicale entre les deux, c'est justement le caractère capitaliste. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la première colonisation est capitaliste en tant que telle? Après qu'elle pose les bases, que là-dedans il y a une première accumulation de ressources qui seront peut-être réinjectées par le biais de la finance naissante, par le biais de la Hollande, enfin les Provinces-Unies à l'époque, vers l'Angleterre, pourquoi pas, mais en tout cas, on n'en est pas encore au cœur de ce qui fait, à mon avis, le capitalisme, qui est l'exploitation de la force de travail en tant qu'elle est une marchandise. Après, juste une chose, c'est que dans ce qui fait l'entrée dans la possible périodisation qui est la sienne, les fameux coups de boutoir du 15e siècle, 15e, 16e siècle, sont des actions, disons, de protoclasse. C'est-à-dire qu'on peut aussi, il me semble qu'elle essaie aussi de tirer du côté de la définition de la classe à partir de son action. Et du coup, c'est prendre les choses d'un autre biais. Et c'est intéressant de vouloir définir le rapport de classe à partir de son mouvement. Et donc là, y a-t-il un lien possible, posable, montrable, analysable entre la reproduction et les mouvements, sinon de classe, au moins massifs, collectifs, de cette période-là. Et je crois qu'elle essaye de rentrer à partir de ce biais-là et de dire que elle tire du côté de la surpopulation, qui est une chose qui revient actuellement. Enfin, je pense que cette idée de surpopulation, population excédentaire, comme pression et comme moteur d'une certaine action de classe, elle fait une entrée à partir de la Révolution, non ? Oui, après, oui, je pense que ça fait partie des choses qu'elle doit à l'opéraïsme. C'est vraiment cette centralité de l'activité de classe en tant que toujours antagonisme, c'est-à-dire que les classes ne précèdent pas la lutte des classes, mais c'est la lutte des classes qui explique et éclaire les classes. Et du coup, voilà une lecture qui peut même aller jusqu'à dire que finalement, en tant que sujet politique et historique, les classes ne se constituent que sous la pression de la lutte des classes, voire même que c'est bien les classes dominées, exploitées, subalternes, pas employer prolétariat puisque ce serait un anachronisme, qui engendrent leur classe dominante ou leur bourgeoisie en tant que, avec la pression qu'ils exercent sur elle par leur lutte, lui font prendre conscience de son intérêt collectif en tant que classe. Et que du coup, il y a une primauté de la lutte, et c'est vraiment, je pense que c'est, au-delà de la question de la périodisation, je pense que c'est tout de même un des aspects qui est intéressant dans le livre de Federici, c'est vraiment le choix de mettre l'accent sur l'activité de classe comme moteur de la périodisation, des transformations, de la restructuration, qui fait que même si elle fait démarrer trop tôt le capitalisme, à mon avis, elle a un récit peut-être qui limite le capitalisme à des phénomènes de marchandisation et d'appropriation privative. Malgré tout, l'accent est mis sur ce qui, à mon avis, le bon moteur de l'histoire. Si on reprend le manifeste, toute l'histoire jusqu'à nos jours n'est que l'histoire de la lutte des classes, c'est-à-dire qu'elle remet ça au centre. Et c'est bien ce que Brenner fait, même s'ils en ont pas la même lecture, même s'ils le périodisent pas de la même manière, c'est quelque chose auquel ils donnent sa pleine centralité tous les deux. Et sur une autre question de cette périodisation, et plus spécifiquement sur la question des politiques reproductives, natalistes, malthusiennes, familiales, etc., un des textes, à mon avis, que le livre a suscité, qui est l'un des plus intéressants, c'est Antoine Artus, qui, dans Contretemps, a fait une longue recension extrêmement critique, mais en même temps très riche et qui rend hommage aussi au travail de Federici, du coup du livre Caliban et la sorcière, dans laquelle il dit que, de la même manière, il y a malgré tout un problème dans sa périodisation aussi des rapports de parenté, des structures familiales, dans le sens où finalement, si on considère que la famille nucléaire et la formation familiale, les rapports de parenté qui sont les plus, qui sont adéquats au mode de production capitaliste, alors ils sont extrêmement, leur pleine extension est extrêmement tardive, puisque Artus prend l'exemple plutôt de beaucoup d'historiens et historiennes féministes dans les années 80 qui ont travaillé là-dessus dans le cas de la France. Certains d'ailleurs dans le sillage de Foucault, pour dire que les familles prolétariennes n'avaient rien de
de papa, maman, les enfants, de la famille nucléaire traditionnelle avant la fin du 19e siècle. Et d'une part extrêmement contraignante, et d'autre part on va dire, d'avantager ces modèles familiaux, notamment par les grandes campagnes d'hygiénisme ou de natalisme de la fin du 19e siècle, vraiment la vague de disciplinarisation, le paternalisme patronal qui est aussi passé par un encadrement de la famille, d'une série de privilèges ou d'accession à des avantages qui étaient liés au fait d'être une bonne famille nucléaire, etc., etc. Par contre, là aussi où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que de la même manière qu'elle met au centre la question de la lutte des classes comme un moteur de la périodisation, elle met aussi au centre la lutte des genres, ou l'affrontement au sein du prolétariat entre hommes et femmes, comme aussi un moteur de cette périodisation. Et chez elle, ce qui est vraiment une des thèses les plus intéressantes à mon avis, c'est cette thèse du patriarcat salarié, c'est-à-dire vraiment que la famille nucléaire, si tant est que, à son époque on puisse parler déjà de ça, provient d'un échec des luttes passées, c'est-à-dire que c'est bien la façon dont, pour le dire assez simplement, les hommes prolétaires ont été achetés par le salaire, et comment ils ont accepté d'appuyer, voire même d'être à l'initiative de politiques d'exclusion des femmes hors du marché du travail, de leur désautonomisation radicale, de politiques extrêmement morales à l'encontre de la prostitution, de l'infanticide, etc. Comment ils se sont fait complices du pouvoir capitaliste dans cette période-là, qui a créé cette famille nucléaire dans laquelle il y a un face-à-face hétérosexuel entre hommes et femmes, et où c'est l'homme qui a le commandement non seulement juridiquement sur le fonctionnement familial, mais aussi, et ce qui est plus central encore dans le capitalisme, monétairement, puisque c'est bien lui qui touche le salaire et lui qui choisit la manière dont il sera utilisé et réparti dans le... Une petite remarque de traducteur, c'est que dans le livre, et en anglais, on a classiquement le terme de household ou de householder, qui est donc celui qui détient le foyer, qui ne se rend pas aussi bien en français, hein. Donc on va avoir chef de famille ou quelque chose d'équivalent qui ne contiennent pas de façon unitaire le caractère formel de cette appropriation, de cette détention du foyer. Household est vachement intéressant pour ça. Et donc dans les textes en langue anglaise, on a ça, et on a unité du concept. Et donc ce qui est acheté, en fait, c'est l'ensemble du ménage, mais évidemment ça ne rend pas du tout la même chose quand on parle de achat de la détention du foyer, ou de la propriété de l'ensemble du foyer, et de sa reproduction comme unité, et du ménage qui finalement tend à faire glisser l'idée de domestique, domus étant donc le foyer, l'équivalent, vers ce qui serait le ménage trivial, le nettoyage, etc. Or, non. En anglais, on a une unité beaucoup plus sémantique, beaucoup plus forte et beaucoup plus parlante des termes, qui est intéressante. On perd un peu à la traduction, donc on est obligé quand même de venir souligner, de venir, rethéoriser dans le texte quand on perd ces éléments sémantiques. Je voulais revenir sur des choses que tu as dites. Revenir à l'histoire de la première colonisation. Par exemple, quelqu'un comme Jérôme Bachet, dans La civilisation féodale, lui, il pense que la première colonisation, en fait, elle fait partie de la dynamique du féodalisme. Et c'est une tentative de résoudre, entre guillemets, la crise du féodalisme en s'étendant aux périphéries. C'est mené effectivement par des classes relativement marginales. Au départ, les marchands espagnols et portugais. Et je pense que c'est important aujourd'hui, dans la théorie entre guillemets anticapitaliste, de aussi percevoir qu'il n'y a pas que... c'est pas parce qu'un phénomène n'est pas capitaliste qu'il n'est pas problématique, qu'il n'est pas dégueulasse. Et en l'occurrence, c'est pas parce que la première colonisation est liée à la dynamique du féodalisme qu'elle est moins problématique que la deuxième. Elle pose tout autant de problèmes, c'est juste que c'est pas la même dynamique. Et là, on raisonne du coup à un niveau analytique et pas juste critique un peu morale ou je sais pas quoi. Après, la question pour la question un peu du patriarcat d'Ancien Régime, je pense que c'est indéniable que sur plein d'aspects ça prépare le patriarcat capitaliste. Donc on l'a dit sur le contrôle de la reproduction, aussi sur la question du début de l'exclusion des femmes du travail. Mais
moi, de ce que j'ai lu par exemple dans un livre qui s'appelle Patriarchy at Work, d'une féministe qui s'appelle Sylvia Walby, elle dit que les politiques d'exclusion des femmes du marché du travail, certes ils existent avant le XVIIIe siècle, mais ça devient surtout très fort après elle dit après les années 1820-1830, en gros il y a une espèce de compromis entre, c'est ce qu'elle dit, entre le patriarcat ouvrier et le capital. C'est-à-dire que le capital veut que les femmes travaillent parce que ça coûte moins cher et qu'il les paye à moitié prix. Le patriarcat. Tu veux dire travail de façon productive? C'est ça. Ouais, d'accord. C'est ça. Travail au sens capitaliste. Et d'un autre côté, le patriarcat ouvrier, lui. Ça fait de la concurrence et en plus ça offre une autonomie financière aux femmes, donc du coup ils perdent, il y a plein de lettres où ils disent qu'ils perdent le contrôle des femmes et puis ça pose des problèmes moraux, etc. Et du coup ce qu'elle explique dans ce livre, c'est que du coup le compromis c'est les femmes continuent de travailler mais elles sont exclues, soit il y a une segmentation, soit il y a une ségrégation horizontale. C'est-à-dire il y a certains secteurs qui sont réservés aux hommes, voilà. Et d'un autre côté, il y a une ségrégation et qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Et d'autre part, il y a une ségrégation verticale, c'est-à-dire que au sein d'un même métier, on va accepter les femmes, mais uniquement comme aide, ou comme et pas au niveau des métiers qualifiés, quoi. Et du coup, je conteste pas l'antériorité au 19e siècle de ce phénomène, mais il me semble que déjà, une grande partie à part en Angleterre pour le coup, et là du coup on est dans la dynamique de l'émergence du capitalisme, donc on est vraiment quelque chose d'autre, dans autre chose. Il me semble que le salariat, elle parle beaucoup des villes, mais le salariat ça reste quand même quelque chose de pas très très dominant, disons, en Europe avant le 18e siècle, et pour ce qui est de la phase un peu intermédiaire, même en Angleterre, au 17e et au 18e siècle, la marchandisation de la force de travail passe beaucoup par une espèce d'artisanat, et c'est vrai que l'artisanat il se fait beaucoup à domicile, et donc, du coup là les femmes sont encore là et tout ça, donc je pense que autant je trouve hyper intéressant ce concept là dont tu as parlé de patriarcat salarié, autant peut-être qu'il prend en tout cas son ampleur véritable qu'à partir du 19e siècle, et du coup ça me renvoie sur la dernière question. Sur le fait que finalement dans son livre il y a parfois un manque de... Parfois elle trace des grandes discontinuités, mais pour l'histoire du capitalisme globalement c'est un peu une espèce de... Entre le 15e et le 18e siècle, il n'y a pas vraiment trop de changements. Et après il y avait un petit truc sur la question du refus du travail. Dans l'émission, un petit peu comme la critique de l'art, on a un concept plutôt historiquement spécifique de travail, au sens vraiment de l'activité productrice de marchandises et l'activité vendue, la vente de la force de travail. Et du coup, autant je pense qu'il ne faut pas non plus dire et il n'y a pas pu avoir de refus du travail avant le 19e ou le 20e siècle, mais effectivement c'est pas exactement le même type de refus qu'aujourd'hui, c'était simplement une précision. Juste sur ce truc-là du refus du travail dans l'opéraïsme, clairement travail, et notamment plus tard il y a le livre qui vient de sortir, La Horde d'Or de Balestrini et Primo Moroni, qui est un excellent livre, et c'est vrai, et il y a un des jolis textes qui compose le livre, c'est un texte qui revient sur la question du refus du travail, et ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est qu'il donne une extension maximale au terme de travail. Le travail, c'est clairement l'activité contrainte, et il va même jusqu'à dire que le refus du travail est antérieur aux classes, puisque les classes commencent quand certains, ne voulant pas travailler, font travailler les autres pour eux. C'est assez amusant quelque part, mais c'est vrai qu'il y a et de la même manière, le débat plus immédiatement lié à ce qu'on est en train de discuter sur travail domestique, est-ce que l'activité domestique peut être assimilée à du travail alors que quelque part il n'est qu'un travail concret, qu'il n'est qu'une somme de travaux concrets, il n'est pas assimilé, à aucun moment il est mis en face d'une forme d'abstraction, d'équivalence généralisée que serait comme le travail abstrait productif sur le marché capitaliste. Du coup, même, il y a aussi des débats, mais c'est quelque chose qu'on retrouve déjà chez Marx.
c'est une ambiguïté qu'il y a déjà. Des fois, il réserve le terme d'exploitation et du coup, par extension, de travail uniquement au capitalisme, uniquement au moment où il y a un échange monétaire sur la force de travail elle-même, qu'il y a un rapport entre travail nécessaire et surtravail qui passe par le salaire. Et d'autres fois, il parle vraiment juste de la question du surtravail, comme production d'un surproduit. C'est une ambiguïté qu'on trouve qui est à la racine de. Je pense que c'est peut-être quelque chose avec lequel il faut y arriver à être un peu souple en fonction de l'objet qu'on se donne et la focale et l'échelle. C'est d'ailleurs le cas quand donc on n'est pas revenu sur pourquoi elle parle des commons, hein, les fameux communs et leur division. Cette privatisation des communs est corrélée à une modification de la contrainte sur le travail. Elle parle de modification du contrat social médiéval quand elle dit que finalement ce découpage de ce qui était détenu en commun se privatise et donc modifie la façon dont le surproduit extrait va être justement récupéré. Du coup, en fait, l'entrée dans sa périodisation à elle est celui-là. Et je reviens donc sur l'objet, la visée politique du livre, qui est de dire il y a aujourd'hui, à l'époque où elle a écrit le livre, lié aux années 80, une lutte sur la privatisation d'un certain nombre de choses commons. Donc on ne peut comprendre aussi ce terme-là que si on le resitue dans sa problématique générale, cette façon de dire que l'histoire a bougé à partir du moment où il y a eu ce mouvement-là et ce changement-là. Hein, c'est un curseur très très important. Du coup, voilà. Oui. Ouais, t'as raison d'insister sur ce point-là. Je pense que c'est clairement le projet politique que porte ce livre qui colore de cette manière sa périodisation. Et d'ailleurs, c'est à mon avis un des autres aspects sur lequel, au-delà de son caractère scientifique, historiquement sourcé, etc., sur lequel il est critiquable, mais là on rentre vraiment dans une critique plus clairement politique, c'est que dans ce projet des Commons, et du coup en tant que communaux, comme bien commun partagé en dehors de toute appropriation privative, il y a une lecture du capitalisme qui est quand même relativement, restreinte de ce qu'est le capitalisme, puisqu'il est assimilé à ce que je disais tout à l'heure, la marchandisation et l'appropriation privative. Du coup, finalement, la question, par exemple, de petits marchés de subsistance n'est pas remise en cause. Elle est même, à un moment, défendue en tant que marge d'autonomie qui peut être gagnée par les groupes sociaux les plus exploités, les plus dominés. Ce qui est vrai, mais ce qui, malgré tout, ne font pas un dépassement du capitalisme en tant que tel. L'usage de ce réseau de petits marchés de subsistance. Oui, avec l'image, la figure du marché dans le monde de la plantation que j'ai cité tout à l'heure. Donc voilà, il y a toujours des métaphores qui sont utilisées, et c'est ça là qu'on voit un projet politique, c'est quand certaines images très fortes, comme les corps brûlés, et qui ont réellement été exterminés, mais sont dramatisées, comme à un moment donné, tu utilises ce mot, je ne sais pas si c'était maintenant ou avant, mais voilà, il y a une mise en avant d'un certain nombre d'images. Et le petit marché de subsistance est mis dans les chapitres. Et un des enjeux du livre, un de ses buts, c'est de disputer au marxisme traditionnel sa vision téléologique et progressiste de l'histoire, dans laquelle le capitalisme est un mode de production transitoire vers le communisme, et en tant que tel, qui constitue par là un progrès. Et je pense que c'est une critique qui est juste. Oui. En revanche, là où ça me paraît plus problématique, c'est dans la démarche inverse qui consiste à dire, puisque le capitalisme est vu presque de manière unilatérale et unidimensionnelle comme cette catastrophe qui détruit les marges de manœuvre et de pouvoirs sociaux dont disposaient les femmes, les paysans dans les modes de production précapitalistes, il y a parfois une apologie qu'on sent poindre des modes de production précapitalistes. Et clairement, là, on est dans une critique qui, à mon avis, est assez régressive du capitalisme et qui n'est pas sans poser problème. D'une part, parce que d'un point de vue presque normatif, j'ai envie de dire, le communisme, le dépassement du capitalisme ne peut pas se faire sur la base de catégories telles que l'argent, le marché, l'État, etc., qui existent dans les modes de production précapitaliste malgré tout. Et d'autre part, d'un point de vue plus conjoncturel, il faut aussi on peut penser aussi aux commons, à ces biens communaux, au travail reproductif aussi en tant qu'il est vu sous son aspect le plus sympathique, c'est-à-dire aussi comme travail reproductif dans les communautés les plus désœuvrées ou les communautés de lutte, peut être aussi une béquille du capitalisme.
tous ces aspects-là, le fait qu'existe en marge du capitalisme toute une série de personnes qui certes ne vendent pas leur force de travail, ne vendent pas l'ensemble de leur production au marché et sont dans des zones dans lesquelles finalement ils sont assez peu contraints par l'État, par exemple, ressemblent à l'heure actuelle plus aux bidonvilles et aux favelas brésiliennes que au petit marché paysan idyllique, pour le dire un peu rapidement. Oui. Il y a quand même clairement cette vision des commons qui est très très idyllique à mon avis, alors que la crise et aussi l'accentuation et l'éjection hors du processus de production immédiat de plus en plus de prolétaires fait des commons non pas un levier de dépassement du capitalisme, mais plutôt une contrainte de gérer la misère et voilà la survie dans un cadre beaucoup plus restreint dans lequel ce n'est plus nous qui refusons le travail, mais c'est le travail qui nous refuse quelque part, ou dans le moment où le prolétaire devient redondant pour le capital, ou une partie d'entre eux en tout cas. Le prolétariat le plus subalterne, le moins qualifié, racisé, féminisé, etc., etc. Et pour finir, puisqu'on parlait des enclosures, effectivement, c'est une des thèses centrales, c'est de lier les enclosures, la dissolution des communautés et du coup la remise en cause de l'autonomie des femmes. C'est vrai que je me souviens que dans l'article d'Artus, un argument qui m'avait paru décisif, c'était le fait que géographiquement, les enclosures se produisent massivement, disons, et avant tout en Angleterre. C'est vraiment, ça prend un phénomène massif. Il y a 3 vagues. Il y a une vague au XVe siècle, une vague au XVIIe, et puis les enclosures parlementaires qui achèvent le processus de 1750 à 1850. Chose qu'on retrouve pas en France. Il y a un équivalent, le droit de triage, dans les années 1660, mais c'est juste une appropriation d'un tiers des communs par les seigneurs. Donc on est dans quelque chose de quand même de beaucoup moins massif. Et d'un autre côté, si on prend la carte des chasses aux sorcières, ce que disait Artus, c'est que c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que globalement la chasse aux sorcières, elle se fait plutôt massivement en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, au Danemark, en France, dans le sud, et qu'en fait finalement c'est plutôt les espaces qui sont moins capitalistes. Et si le capitalisme repose sur le phénomène d'enclosure. C'est ça, voilà. Si le capitalisme repose sur le phénomène d'enclosure. Après, là où on peut être relativement d'accord, c'est que là où elle a sans doute raison, c'est il faudrait peut-être pas relier ça au phénomène d'enclosure, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène de dissolution un petit peu quand même à cette époque des communautés médiévales, avec du coup une individualisation et une familialisation entre guillemets des relations sociales, étant donné que ces relations sociales passent de plus en plus par les marchés, pas par le marché, mais par les marchés. Par les impôts et tout ça. Et effectivement, sa thèse n'est pas complètement fausse, mais enfin en tout cas sur le lien direct entre les enclosures et les chasses aux sorcières, bon, je pense qu'on peut être assez circonspect là-dessus. Je pense que c'est là que la question du livre à thèse et de la boîte à outils et du chantier est importante, c'est que tout en gardant la thèse centrale qui est la nécessité pour le capitalisme non seulement de séparer le producteur des moyens de production, mais aussi, et là c'est le versant patriarcal du capitalisme, de séparer travail productif et travail reproductif. Tout en gardant cette thèse, à mon avis, on peut faire beaucoup de modifications sur les moments historiques, les événements précis, la cartographie de ces phénomènes. À mon avis, c'est là où le livre est intéressant, c'est vraiment il ouvre un espèce de chantier. La thèse centrale, elle est relativement convaincante. Et d'ailleurs, c'était peut-être que la tentative n'est pas entièrement réussie, mais c'était bien l'objectif que Federici s'était fixé, puisque finalement, dans les années 70, dans le féminisme italien de l'époque, c'est bien comme ça qu'est compris le patriarcat dans le mode de production capitaliste, c'est cette séparation entre activité productrice de valeur et activité reproductrice de la force de travail. Et le projet au départ de Federici et de Fortunati était bien de montrer historiquement la nécessité. Une fois que cette nécessité-là avait été montrée théoriquement et logiquement, le but était de montrer du coup dans l'histoire, de la même manière que Marx, dans cette séparation permanente et nécessaire au capitalisme entre producteurs et moyens de production, il a dû trouver le moment historique, parce que voilà, le capitalisme n'est pas sorti tout armé de la cuisse de Jupiter où ça a eu lieu. Elle se donnait cet objectif-là, et à mon avis ce chantier-là doit être entrepris, et c'est quand même la première pierre qui est posée
à cette tentative théorique-là. Merci beaucoup de nous avoir présenté cet ouvrage très intéressant qui ressort donc ces jours-ci avec un changement de couleur. On mettra un certain nombre de liens pour approfondir l'émission, donc les articles de critiques notamment de Artus et de Roland Simon, vers des choses qui ont été écrites par Sylvia Walby, et aussi sur ce qui a déjà été fait. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait, mais dans Sortir du capitalisme, notamment des notes de lecture de l'ennemi principal de Christine Delphi, et aussi des modestes notes de lecture sur l'histoire de la virilité qui recoupe au moins le premier tome, recoupe un petit peu l'histoire de Caliban et la sorcière, mais du coup avec un prisme qui est celui du point de vue des dominants pour le coup. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.